Retour sur les journées de panel du premier forum économique de Ségou. Les 30 et 31 mars 2023 derniers, s'est déroulé à Ségou le premier forum économique du Mali. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le présent forum vise à redynamiser l'économie nationale en réfléchissant sur les voies et moyens qui permettront au Mali d'être un pays exportateur et non importateur. À l'appel de la CECIM et de son président par intérim, Madjou Simpara, le Gotha du monde des affaires, aussi bien du secteur public que privé, a pris d'assaut la salle de conférence de la délégation régionale de Ségou. Durant 2 jours, le forum a offert un cadre d'échange et de débat qui se sont articulés autour de 3 thématiques fondamentales. La présentation synthétique des potentialités et atouts des filières dans les régions et leur niveau d'opérationnalisation. Les stratégies d'opérationnalisation des filières porteuses. Le partenariat public-privé comme cadre d'exploitation des filières porteuses. De Mossadegh Bali, président du patronat malien, en passant par l'ancien ministre en paix et non moins directeur de l'Office du Niger, aux experts Mamadou Ndiaye jusqu'à l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé et plein d'autres panélistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir expliquer au public présent les atouts et les avantages que le Mali peut posséder. Je voudrais commencer par la question de l'État qui est la constitution de l'essence. C'est la nécessité de savoir élaborer et surtout de bâtir une vision stratégique et de faire partager largement cette vision stratégique. On a vu ici des routes qui étaient stratégiques, qui étaient absolument mettant en connexion des zones de production, des zones de consommation, etc., qu'on a laissé de côté pour des raisons politiciennes, aller mettre des milliards dans les routes qui ne nous apportent rien, qui nous mettent en retard et qui font désespérer les populations de ce que peut être l'investissement public. Donc, par conséquent, la vision stratégique à partager est absolument indispensable sur ces points-là pour qu'on puisse avancer. Alors, le second point que je vais noter, c'est le problème des systèmes incitatifs qui sont ciblés sur des filières productives. Mais le problème qu'on a ici, moi je vous salue, les opérateurs économiques, tous ceux qui interviennent dans le secteur économique, l'indispensable et l'énorme travail que vous faites malgré les difficultés, les contraintes dans lesquelles vous êtes. Parce que vous êtes dans les difficultés, dans les contraintes. Et dans ce cadre-là, si on met en place à chaque fois des systèmes, disons, d'incitation, etc., propres à une filière ou à des filières, on a toujours des problèmes pour le suivi, la mise en œuvre et la complétude des objectifs. Et ça, c'est important. Il faut donc que, non seulement qu'on le partage, qu'on soit capable de sécuriser l'environnement institutionnel et sa prévisibilité, qu'on soit capable d'assurer une absorption des technologies clés et qu'on ait la capacité, je le dis, sans autoritarisme, de discipliner les bénéficiaires de ces systèmes incitatifs. Le Mali a besoin d'une vision stratégique et cette vision stratégique doit être partagée avec tous les acteurs. Donc tout le monde doit se retrouver vers le chemin que nous allons suivre dans les années à venir pour pouvoir nous en sortir. Le secteur commercial et le secteur industriel. Ces deux doivent parler d'une même voix. Sans cela, il y aura toujours des problèmes. J'ai l'habitude de dire, et je pense que c'est ça qui doit être la vision d'avenir, qu'un commerçant, sa finalité, c'est d'être un industriel. Il commence commerçant, détaillant. Il évolue vers le gros, et du gros, il évolue vers l'industrie. C'est ça la finalité. Et cette vision, il faut qu'elle soit bien comprise par le secteur privé malien. L'Office du Niger, en termes vraiment de valeur monétaire, avec la vente de tous ces produits, frôle les 300 milliards par an, dont 152 milliards pour le seul Iripadi. Au niveau de l'Office du Niger, en matière d'investissement, il y a dans un premier temps la garantie juridique. La garantie juridique, pour nous, lorsque quelqu'un a un champ, soit il est avec nous dans le cadre d'un contrat annuel d'exploitation, ou dans le cadre d'un permis d'exploitation agricole, les 2 principaux éléments qui arrivent vous concernent, c'est le bail ordinaire et le bail amphithéotique. Ça, c'est les 2 principaux éléments qui vraiment intéressent énormément les investisseurs. Le bail ordinaire, il est donné pour 30 ans.
le bail emphytéotique est donné pour 50 ans. Renouvelable, hein? Donc cela peut vraiment donner des assurances aux investisseurs privés. Mais mieux, à notre prise de service, nous avons estimé que même là, c'était insuffisant. Nous avons consulté un expert des questions agricoles qui a passé 6 mois avec nous et qui nous a proposé autre chose qui est le programme de développement de l'agriculture commerciale en zone Office du Niger. Je vais en dire 2 mots parce que c'est très important. C'est vers la conclusion avec ses avantages. Il s'agit de soustraire 100 000 hectares du décret de gérance de l'Office du Niger et de ses obligations, créer un titre foncier là-dessus et mettre un projet spécifique autour de ce projet pour que réellement les investisseurs puissent en réalité se retrouver avec des titres fonciers sur les terres de l'Office du Niger. C'est très très important et ça rassure. C'est vous dire honnêtement que c'est sur ça que nous pensons effectivement pour faire bouger les choses au niveau de l'Office du Niger. Il y a aussi une information capitale, la terre n'est pas vendue à l'Office du Niger. Personne n'achète la terre à l'Office du Niger. 1 mètre carré n'est pas vendu à l'Office du Niger. Tout est donné. Si l'État aménage des superficies, un comité de pilotage est mis en place avec les villages concernés et la répartition est faite gratuitement à ceux-ci. C'est pourquoi nous insistons souvent sur la redevance eau qui permet seulement d'entretenir même les différentes infrastructures que nous avons pour aller dans la pérennisation de nos activités. Nous avons aussi la garantie technique en plus de la garantie juridique. Dans cette garantie technique, nous avons une grande expérience au niveau de l'Office du Niger en matière de culture. L'Office du Niger aujourd'hui, c'est plus de 700 agents. Et il y a pratiquement 7 zones de production. Et au niveau central, nous avons pratiquement 8 directions techniques. Donc, c'est vous dire que l'expertise technique est bel et bien disponible à l'Office, qui n'est pas loin aujourd'hui en tant que structure d'une centaine d'ingénieurs. Donc, c'est vous dire que l'expertise technique est effectivement disponible. Il y a une très grande disponibilité aussi d'eau, mais c'est surtout en saison des pluies. Il y a également le sol de l'Office du Niger. Toutes les études techniques ont prouvé que le sol à l'Office du Niger s'adapte à toute forme de récolte. Donc à ce niveau, les sols sont vraiment les meilleurs sols pratiquement de la sous-région. La création d'un fonds d'investissement souverain, d'un fonds souverain d'investissement dédié aux PME. Depuis 2003, c'est le secteur privé qui avait émis l'idée de création d'un fonds d'investissement et d'un fonds de garantie. D'abord, le secteur privé de là. Ensuite, à traîner jusque dans les années 2010-2011, lorsqu'on a vendu la Sotelma et la BIM, a été 10 milliards d'euros. Qu'un fonds de garantie créé, un fonds d'investissement. Après 10 milliards, nous devons rendre 10 milliards de fonds de garantie, qu'un fonds d'investissement Black Ref. Donc, une partie du défi est relevée. Le deuxième, il nous faut un fonds d'investissement souverain. Il y a des sources de financement qui sont proposées là, mais c'est juste des idées. Il peut y en avoir. Mais l'essentiel, c'est que nous ne devons pas être dépendants de partenaires qui imposent leur volonté. C'est ça la définition du fonds souverain. Et pour le gérer, c'est de le confier à une société privée dans laquelle le secteur privé va être impliqué. Et cette société ne va pas toucher au fonds. Il va gérer les ressources. Il y a des taux d'intérêt sur les placements et autres. Il va vivre avec ça. Il va vivre avec ses dividendes quand il va faire du capital investissement. Il va vivre avec des prestations de services. Mais ça permet de sécuriser les ressources qui sont là pour opérationnaliser les missions du fonds d'investissement. Donc malgré ces décennies de pratiques de PPP dans notre pays, il est quand même difficile d'indiquer voilà, les avancées et d'indiquer les succès, même s'il y en a, effectivement, il y en a, on ne le nie pas, mais c'est souvent des projets qui sont faits dans la douleur. Donc nous préconisons un développement des compétences, surtout au niveau des ministères, mais nous appelons de tous nos voeux la création d'un guichet unique des PPP.
qui ne seraient pas logés à la primature. Nous voulons que ce soit un guichet unique qui fonctionne sous le modèle ad hoc, donc avec des compétences recrutées, bien sûr, supervision de l'État, mais des compétences avérées, recrutées, avec un cahier de charges et un contrat de performance qui va faciliter justement l'attractivité de notre pays pour des projets PPP. Mais il faut une large diffusion du cadre juridique que j'ai rappelé tantôt dans ma présentation, mais surtout communiquer sur c'est quoi un PPP, parce que souvent dans la tête des gens aussi, un PPP, c'est un privé qui vient arnaquer l'État. Ce n'est pas du tout cela. C'est un État qui n'a pas un espace budgétaire pour faire une infrastructure publique qui doit rendre un service public, qui confie le financement de cette infrastructure à un privé, la propriété de l'infrastructure restant toujours dans le giron public. On a dit pas de développement sans industrialisation. Le thème même de ce forum, c'est comment transformer notre économie, une transformation en profondeur structurelle pour arrêter d'être un pays importateur et devenir un pays producteur. Sauf qu'on ne produit pas sans énergie. Et dans l'énergie, c'est le domaine de prédilection pour les PPP. Les infrastructures, les zones industrielles, je suis désolé, j'ai reçu M. Meiga de l'Asie. Je lui ai dit, M. Meiga, vous perdez votre temps. L'État n'aura jamais les moyens de construire des zones industrielles. Les pays qui ont des zones industrielles, c'est fait sous forme de PPP. Nous avons un vice-président délégué qui est à Cotonou aujourd'hui, qui allait visiter la zone industrielle de Globidje. C'est du PPP. L'État béninois a sorti 0 franc. Le Bénin, dans quelques années, ne va plus exporter du coton. Parce qu'ils ont cette zone industrielle et les filatures et les usines de t-shirts commencent à s'installer à Cotonou. Nous produisons plus de coton que le Bénin. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un PPP sur les zones industrielles au lieu que ce soit l'État? Monsieur Meiga, l'État ne vous donnera jamais les moyens financiers de faire toutes les zones industrielles que vous avez énumérées ce matin. Même dans 100 ans, l'État malien ne pourra pas vous donner ces moyens-là. Donc, c'est vraiment un mode puissant de développer une économie qui, les anglo-saxons disent leapfrogging, qui permet de développer les infrastructures économiques de façon très rapide et sans que l'État ne s'endette. C'est un mode aussi pour l'État de contrôler son endettement. C'est-à-dire qu'au lieu que l'État s'endette pour faire une route, un pont, l'État donne ça à un privé qui lui apporte le financement. Et du coup, dans son niveau d'endettement, il n'y a plus là. Et donc, il peut s'endetter pour faire les choses que le privé ne peut pas faire, telles que l'armée ou des choses comme ça. L'enseignement. Même dans l'enseignement, aujourd'hui, on a des PPP. Donc, on peut faire du PPP dans beaucoup de choses. Ainsi prend fin le premier forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ici à Ségou, dans la cité des Balanzans. Ça a été un grand forum d'échange et de partage d'expériences et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres forums. Merci bien, mesdames, messieurs. À la prochaine, Inch'Allah.